Bonjour Madame Brulfer. Bonjour Madame Kerinel, comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue dans cet atelier. On vient de parler en fait avec Julien Castan et Formaki de la formation ADVF. Et puis on souhaitait aussi vous faire intervenir et parler avec vous de la formation d'aide-soignant. On a évoqué lors de l'atelier métier d'hier, on a eu des témoignages de deux aides-soignantes qui étaient très intéressants. Une qui exerce à domicile et l'autre qui exerce en structure dans un EHPAD. Du coup, ça nous a donné une bonne vision du métier. C'est vrai qu'on trouvait important d'avoir votre vision et puis que vous puissiez nous en dire plus sur la formation d'aide-soignant qui a évolué en plus ces dernières années. Voilà. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, puis présenter votre structure? Alors bonjour à tous. Je ne vous vois pas, j'espère que vous êtes nombreux derrière l'écran. Je vois que Madame de Kerinel. Donc moi, je suis infirmière de métier. J'ai d'abord commencé à travailler dans les soins. Je travaille 2 ans comme aide-soignante de nuit pour financer mes études d'infirmière. Et ensuite, j'ai travaillé 10 ans à la clinique Bourneau-Nord, 10 ans à l'Institut Bergonié, puisque c'était les patients qui étaient atteints de maladies cancéreuses qui m'attiraient le plus. Et puis au bout de 20 ans des soins, après plusieurs reprises, la Croix-Rouge cherchait des formateurs. Et donc j'ai travaillé à la Croix-Rouge pendant près de 10 ans, de 2003 à 2011, donc 8-9 ans, comme formatrice en école d'infirmière. Et en 2011, le poste de directrice de l'école d'aide-soignante s'est libéré. Et comme ils se souvenaient de moi, de mon début de carrière, ils m'ont téléphoné, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Évidemment, le métier d'aide-soignante, c'est le cœur du métier de l'infirmière. C'est le plus beau, la plus belle partie. S'occuper des personnes et non s'occuper de la maladie. C'est-à-dire, on peut faire des belles opérations, une greffe, tout on veut, mais si on ne s'occupe pas de la personne, eh bien, n'importe quel médecin ne peut rien faire. Donc, s'occuper de la personne, c'est de s'occuper de ce qu'elle a besoin pour dormir, pour bien manger, pour respirer, ne pas tomber malade plus qu'elle n'est quand elle est à l'hôpital, ou à domicile, ou en établissement pour personnes âgées. Donc, j'ai été ravie de revenir auprès des aides-soignantes et retravailler mon propre rôle propre, si je puis dire, ce qui nous fait exister, c'est-à-dire pas forcément faire des piqûres ou soigner. Dans le cancéro, avec les servies, avec les chimios et tout ça. On était plus agressif, si vous voulez. L'infirmière, finalement, elle agresse le malade par les traitements. L'aide-soignante, elle va coucougner, elle va mettre du confort là où il n'y en a peut-être pas forcément quand on est malade. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'IFAS du coup de Bordeaux-Nord? Qu'est-ce que c'est? Alors, notre centre de formation, il existe depuis 1973. C'est une association de loi 1901, donc on n'a aucun intérêt lucratif. Ce qui nous intéresse, et le projet vraiment de ce centre, c'était des professionnels bien dans leur basket et qui sont capables d'écouter les autres et de leur rendre service. Donc, depuis le départ, on n'a pas changé d'idée, je dirais, même si le concept en 73 change aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un aide-soignant qui sort de mon école, il a 10 postes, 20 postes devant lui. Donc, c'est un métier qui recrute énormément. On est en pénurie complète. Le vieillissement de la population se fait sentir. Les soins à domicile, tout ce qui est de l'ambulatoire aussi. Les malades ne restent plus à l'hôpital. Dès qu'ils peuvent rentrer chez eux, ils sont chez eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont bien, qu'ils peuvent tout seuls se débrouiller pour leurs soins d'hygiène, etc. Donc, les aides-soignantes, vous aurez du boulot si vous vous êtes attiré par ce métier-là. C'est terminé avec le chômage, c'est terminé avec l'appréhension du lendemain. Et c'est un métier qui est en pleine rénovation. Ça y est, de niveau 3, on est passé niveau 4 la semaine dernière. Donc, on va passer en catégorie B à l'hôpital. Il y a une augmentation qui est prévue avec le Ségur. On a enfin un gouvernement qui s'occupe de nous, aides-soignants, là, depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire de passer de niveau 3 à niveau 4, du coup? On n'est plus assimilé aux niveaux les plus bas. C'est une formation qui va être reconnue. Donc, qui est reconnue déjà au RNCP, qui existe, mais dans l'échelle des salaires, c'est le SMIC, alors que là, on va être au-dessus du SMIC. On est, je pense, dans un niveau d'infirmière numéro 1, si on peut dire, ou numéro 2, selon comment on se chiffre. En Angleterre, il y a des nurses, ça s'appelle les infirmières nurses. Il y a nurse 1 et nurse 2. En France, il y a aide-soignante et infirmière. Voilà, chercher l'erreur. Donc, aide-soignant, c'est un peu un nom qui sera peut-être rénové. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais en tout cas, le référentiel est rénové, les conditions d'accès sont rénovées. Et aujourd'hui, on va avoir un référentiel qui va arriver en 2022, qui va vous donner, en tant que futur aide-soignant, si vous êtes tenté par ce métier,
une part d'autonomie qui n'existe pas aujourd'hui. On est soumis, entre guillemets, à l'infirmière quand on est soignant. On est sous sa responsabilité, comme si on n'était pas capable de délivrer des soins tout seul. Or, maintenant, cette reconnaissance-là est en train d'arriver, avec peut-être un exercice libéral, hein, quelque part. Hein. Donc, on est dans une vraie mutation du métier parce qu'il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui de leur rôle. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, il y a eu un gros changement avec la suppression du concours d'entrée? Alors, le concours, il n'y a jamais de concours, c'est une sélection. Bon, bien sûr, il faut savoir lire, écrire, parler français et comprendre ce que disent les gens, hein, parce que les gens, souvent, quand ils sont très malades, ils ont du mal à s'exprimer. Donc, il faut bien comprendre leurs plaintes, même lire entre les lignes de leurs plaintes. Donc, il faut avoir une bonne base en français. Donc, je pense à toutes les personnes qui sont étrangères en face. Commencer d'abord à faire une remise à niveau pour bien comprendre le français. Après, il faut avoir une bonne formation en anatomie-physiologie, parce qu'il faut comprendre comment le corps fonctionne pour comprendre un signe. Donc, quand une personne a une modification de son état clinique, ça s'appelle, il faut pouvoir le comprendre. Donc, il faut avoir une base quand même intéressante pour pouvoir le faire en anatomie-physiologie, c'est à savoir comment fonctionne le cœur, les poumons, des choses comme ça. On le revoit à l'école, mais de façon succincte. On est censé avoir un niveau au moins de 3e quand on rentre dans une école d'aide-soignante. Mais un niveau acquis, pas un niveau fait. C'est souvent parfois l'erreur. Et puis après, maintenant, la sélection, elle se fait, il n'y a plus de décrit comme il y avait lieu avant, et c'est en ça que vous dites qu'il y a une modification. Il n'y a plus d'écrit, mais finalement, le niveau écrit est presque plus important aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est un dossier qu'on doit constituer. D'accord. Et dans ce dossier, vous allez écrire une lettre de motivation et une situation qui vous fait penser que vous êtes fait pour le soin. Et à travers cette situation que vous allez écrire vous, on va en déduire, 1, que vous avez les capacités pour suivre, et 2, la motivation pour vous occuper de personnes souffrantes, vieilles, fatiguées. Donc, avec le Covid, on n'a pas eu d'euros, donc ce qui a pénalisé quand même nos candidats, parce que parfois on peut avoir un dossier un peu moyen, et puis l'entretien est éblouissant, on a envie de prendre la personne. Là, on n'a pas d'entretien du fait du Covid, et nous, ça nous manque beaucoup de ne pas rencontrer nos futurs élèves. Donc, on a fait une sélection sur dossier. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des élèves qui rentrent en formation? Quelles sont vos attentes, vos critères? Qu'ils aient envie de s'occuper de personnes qui n'ont pas choisi d'être malades. Qu'ils se sortent un petit peu de cet effet un peu… aujourd'hui, dans notre société, on est un peu tourné vers soi, on est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de dire « moi, je ». Or, quand on est dans un service de soins, on se rend compte que les personnes… elles n'ont pas choisi d'être malades, elles n'ont pas choisi d'être vieilles et handicapées, elles n'ont pas choisi d'avoir besoin des autres pour leurs soins. On a envie de s'occuper de soi-même tout seul tout le temps. Et si on est tout le temps en train de se plaindre auprès de ces personnes-là, ce n'est pas possible. Donc il faut des gens qui sortent un petit peu de leur miroir, je dirais, et qui ont envie d'aider les autres. C'est tout. Hein. Après, cette motivation-là, elle doit être profonde, parce que tous les jours, vous allez côtoyer des gens qui répugnent à demander de l'aide aux autres. On n'a pas envie que la toilette soit faite par quelqu'un d'autre. On n'a pas envie d'être nourri par quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est très difficile. Donc il faut avoir une sorte de compréhension du monde de l'autre quand on est soignant pour justement lui éviter cette culpabilisation et cette peine de devoir être aidé. C'est peut-être le plus difficile à comprendre quand on devient aide-soignant. Et après, nous dire un petit peu cette motivation-là va vous permettre de tenir le choc, je dirais, de la difficulté du métier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont un peu les conditions de réussite d'une formation, c'est-à-dire quelles sont enfin, voilà, comment on peut s'y prendre pour bien réussir une formation d'aide-soignant? Alors, avant, il faut s'interroger sur ses motivations. 1, est-ce que j'ai envie d'aider les autres? Et en quoi je vais pouvoir faire abstraction de mes propres problèmes, le temps que je me consacre aux autres? Mais il y a plein de métiers comme ça, il n'y a pas que le vôtre, Mme Kérinel. Il y a plein de métiers qui demandent beaucoup d'attention, c'est-à-dire écouter l'autre et faire abstraction de soi, s'oublier. Et ça, c'est intéressant aussi, surtout quand on a eu des soucis. Finalement, le métier et le travail peut être une bonne diversion. Et puis, quelque part aussi, avoir une équipe. On travaille beaucoup avec d'autres personnes, donc il faut être suffisamment dans le consensus pour supporter, entre guillemets, les différences qu'on a tous et les différentes visions qu'on peut avoir du métier aussi. Donc, il faut être assez souple, je dirais. Ça, c'est la première qualité.
D'accord. Après, quand on a cette qualité de tout, c'est pas un métier qui demande des connaissances ni des capacités intellectuelles très développées, hein. Ah, je suis coupée, je crois. Oui, Non, oui, non, oui. on vous attend, on vous entend, tout va bien. Enfin, moi, en tout cas, ça va. Voilà. Avoir envie. Et on réussira sa formation si nous aussi, on arrive à vous faire aimer ce métier au point où vous vous engagez à la fin dans un service de soins hein, que vous aurez choisi. Hein. Il y a tellement de choses différentes dans ce métier-là qu'au bout de quelques années, quand vous êtes un peu fatigué dans un service, ben vous pouvez changer de service. Au lieu de râler et de dire j'ai toute la peine du monde sur le dos et puis ça fait, ben on change de service et puis on voit un autre domaine du soin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de la formation, et puis comment, sur son déroulement, combien de temps ça dure, les stages, etc. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est la dernière année qu'on va la faire sur ce format-là. Vous rentrez en janvier dans notre centre à Bordeaux-Nord, vous finissez en décembre. C'est une formation qui dure 10 mois, mais il y a des vacances. Hein, donc il y a 6 semaines, 6 stages de 4 semaines qui sont répartis sur toute l'année et 17 semaines de cours qui sont répartis toute l'année. Et les 17 semaines représentent les 8 compétences. Donc, chaque compétence a un nombre de semaines de cours et un nombre de stages afférents. Il faut valider des notes en stage pour les compétences. Donc, ça, c'est les professionnels du terrain qui vont vous valider que vous êtes capable de vous occuper des personnes. Et pour chaque compétence, vous avez une épreuve à l'école. Les gens qui ratent, c'est les gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne sont pas à leur place. Ce pas les gens ni bêtes, ni... hein, ce sont des personnes qui se sont trompées d'orientation. La mauvaise note, elle vient de cette absence de cohérence sur le projet et l'envie d'y faire. Là, je viens d'avoir 3 abandons. C'est des personnes qui préfèrent faire autre chose. Il vaut mieux qu'ils partent et qu'ils aillent faire le boulot qu'ils ont choisi plutôt que bon, ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas faire de toilette, qu'ils ne peuvent pas toucher l'autre. Donc ça, c'est rédhibitoire. Dans le soin, on touche forcément l'autre. Est-ce que, il y a plus de succès pour des personnes qui connaissent déjà le secteur d'activité, qui connaissent déjà... Oui. D'accord. Oui, on a beaucoup de jeunes issus des bacs professionnels à SSP. Ces jeunes-là, ils ont déjà fait des remplacements, ils connaissent le métier, ils en connaissent aussi tout ce qui est la beauté et tout ce qui peut être un peu en termes d'inconvénients. Et du coup, quand ils viennent, eux, ils restent plus longtemps. Oui, effectivement. D'accord. Est-ce que vous avez des personnes, on en a parlé hier d'évolutions professionnelles qui sont possibles entre des métiers, enfin des passerelles possibles, notamment par la VAE. Est-ce que vous avez des personnes dans Alors, par la VAE, non, parce qu'une fois qu'on est aide-soignante, on peut devenir infirmière, puisqu'il y a des places réservées dans les écoles d'infirmières en dehors de Parcoursup. Donc, D'accord. ça tout ce barrage qui existe actuellement depuis 2 ans de Parcoursup. Et aujourd'hui, l'aide-soignante qui fait une formation en apprentissage gagne l'année de formation pour pouvoir rentrer en école d'infirmière. Parce qu'avant, il fallait exercer 3 ans. Maintenant, celle qui fait l'apprentissage en même temps, c'est 2 ans. Donc, du coup, 3 années après être passé dans notre école, vous pouvez devenir infirmière. Et tous les ans, j'aide 2 ou 3 élèves, anciens élèves, hein, aides-soignants maintenant, à devenir infirmier. Tous les ans, j'en ai moins 2 ou 3 qui rentrent en école d'infirmière. C'est mon cas. Hein. Avant d'être directrice, j'étais aide-soignant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, donc on a parlé tout à l'heure un peu des critères de sélection, de réussite. Quels sont les points à valider, les points de vigilance à avoir pour une personne qui, avant de commencer cette formation, qu'est-ce qu'il faut qu'elle valide la personne pour s'assurer enfin, de son succès à la formation? Alors qu'elle ait envie, hein, je reviens là-dessus. Ouais, 17 ans, puisqu'il faut avoir 17 ans le jour de la rentrée. d'accord. Donc ça, c'est pas difficile. J'en ai jamais eu encore des gens d'en dessous de 18 ans. Et après, il faut avoir un bon niveau de troisième, quel qu'il soit. Hein. Pour les étrangers, il n'y a pas de souci. En termes La plupart d'organisation du des gens sont temps, bacheliers aussi. Hein. en termes d'organisation du temps de formation, etc. Alors, il faut se consacrer totalement à la formation. Il ne faut pas faire 2 choses à la fois. L'année de formation, il ne faut pas s'amuser à faire autre chose parce qu'on va vous occuper. Hein. Là, c'est sûr. Déjà, vous êtes 35 heures à l'école ou en stage, donc c'est une semaine. Alors, pour les personnes qui sont sans emploi depuis longtemps, ben, il faut se réhabituer à se lever, à être à l'heure. Il n'y a aucune heure d'absence n'est autorisée.
Pour être présenté au diplôme, il faut avoir fait toute la formation. Donc, il faut garder une bonne santé, il faut gérer bien son sommeil, son alimentation, avoir un bon système de garde si on est maman, ou avoir un papa qui gère vraiment la situation, avoir une solution quand ils sont malades, parce que la priorité, elle sera à l'école, vous pouvez rien manquer. Donc ça, c'est parfois un handicap pour certains. Mais ceci dit, une fois qu'on l'a bien compris, il faut le gérer avant. Hein, il faut vraiment le gérer avant. Il faut avoir fait tous ces vaccins pour rentrer en formation. Donc on vous demande dès la sélection de vous mettre à jour. Alors il y en a qui répugnent à le faire parce que je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, les vaccins, c'est indispensable. Hein, on ne peut pas envoyer des gens travailler auprès des malades et prendre le risque qu'ils tombent malades, eux. Donc, il y a l'hépatite, la tuberculose, c'est un minimum, hein, je dirais, la grippe, la rougeole, c'est une maladie grave, la rougeole plus grave que le Covid. Hein. Donc, parce qu'elle tue des personnes, elle tue des jeunes d'ailleurs. Donc, on demande des vaccins dès la sélection, ça c'est important. Et puis après, je dirais la motivation. Hein. Ça, c'est le nerf de la guerre, mais dans tous les métiers. Oui, bien sûr. Il faut qu'elle soit motivée, hein, sinon, dans le supermarché, ça ne va pas le faire. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le lien entre la formation et ensuite l'embauche vers quel lien vous avez-vous avec les structures qui Alors, les structures me téléphonent tous les jours pour chercher des aides-soignantes qualifiées et diplômées. Donc, vous aurez, vous, les prochains qui sont derrière le poste, que je ne vois pas, au moins le choix sur 10, 20 postes à la fois en même temps. Donc, c'est vous qui choisissez. Et pour travailler avec quel public, quel type de structure? Tous les publics peuvent être malades. Hein. Bien sûr, plus on est âgé, plus on risque de l'être. Donc, forcément, le public, en moyenne, est beaucoup plus âgé. En réanimation, hier, j'avais la surveillante de la Réa de Bordeaux-Nord. Elle m'a dit, mon public, il a 85 ans de moyenne d'âge. Forcément, plus on est âgé, et je dirais pas heureusement, mais on voit moins de jeunes dans les réanimations et on voit pas de jeunes en EHPAD, par exemple, forcément. Donc, c'est plutôt des personnes âgées et des personnes qui ont des problèmes de santé. Sinon, s'ils vont bien, ils sont chez eux, ils se débrouillent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous. Et après, on a aussi tout le secteur du handicap qui peut toucher des jeunes. On a beaucoup de stages dans les IEM et dans les lieux d'handicap. Donc là, c'est encore une autre dimension. Ça peut être des gens plus jeunes, mais voilà, c'est des gens qui ont vraiment besoin de notre soutien. Domicile, cliniques, hôpitaux. Tous nos élèves font des stages dans les cliniques privées, à l'hôpital, au CHU, à Haut-l'Évêque, à Saint-André, à Pellegrin. Il y a un stage obligatoire en EHPAD, donc là, il y a une énorme demande. À domicile aussi, ça se demande de plus en plus. Enfin, tout le monde recrute en ce moment. Tout le monde. Il va manquer 300 000 soignants dans les 5 ans qui viennent. 300 000. On nous a demandé de doubler nos effectifs, chose qu'on a déjà fait, nous, depuis 2 ans à Bordeaux-Nord. D'accord. Du coup, les stages durant la formation, obligatoirement, on voit l'ensemble des... On ne peut jamais tout voir, mais on voit 6 domaines différents. D'accord. Pour les personnes en parcours complet. Sur les 6 domaines, il va y avoir de la chirurgie, de la médecine, de la psychiatrie, du handicap, personnes âgées. Et après, le 6e stage, il est dit optionnel. C'est le jeune qui nous dit, ou le moins jeune, hein, qui nous dit, moi, j'aimerais bien faire un stage en dialyse, en bloc opératoire, ou refaire un stage auprès de tel service parce que ça m'a bien plu et je voudrais plus tard travailler en oncologie ou je ne sais où. Donc là, on essaye de coller au projet de la personne, mais 6 stages, c'est suffisant pour voir l'ensemble. Hein. Il faudrait en faire 1000. Vous parlez des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que vous avez aussi des personnes qui sont, par exemple, en reconversion professionnelle, qui seraient… On a un candidat qui a proposé sa candidature à 57 ans. D'accord. Donc, vous voyez, et j'ai des jeunes qui sortent du bac. Donc, on a une grande majorité maintenant de bac à SSP puisque je les prends en apprentissage. Parce que les bacs à SSP, ils ont que la moitié de la formation à faire. Ils ont 3 stages et 9 semaines de cours. Donc, ces personnes-là, ils ont une année où ils peuvent travailler dans un établissement. Donc, nous, on a développé l'apprentissage. Cette année, j'ai 36 apprentis. Et l'année dernière, sur les apprentis qu'on avait, 97 ont signé un CDI le lendemain de leur diplôme, pratiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'apprentissage, comment ça s'organise? Alors, c'est pareil, la sélection reste la même. Il faut avoir une dispense, bien évidemment. Hein. Il faut avoir un diplôme qui vous autorise à ne pas faire tous les modules.
ça va continuer à exister dans la réforme. Et tout le temps où vous n'êtes pas à l'école et que les autres seront complets y sont, vous êtes chez votre employeur. Donc vous êtes payé toute l'année aussi. Ah, moi je ne vous vois plus, je réactive. Ça y est, je vous revois. Donc là, vous êtes payé, vous cotisez à la caisse de retraite et ça fait partie d'une des 3 années exigées pour devenir infirmière. D'accord. Et vous pouvez faire la formation, si vous avez moins de 30 ans, infirmière en apprentissage. Je l'avais mis en place quand j'étais à l'école de la Croix-Rouge en 2008. Donc vous voyez, ce n'est pas d'hier. On avait mis en place pour les 2e et 3e années la possibilité d'être payé pendant les études par le biais d'apprentissage. Quand on est aide-soignante, on est payé dès la première année, puisqu'on peut faire une faisant fonction aide-soignante, puisqu'on est déjà aide-soignante dès la première année. Donc pour nous, c'est tout un schéma, je dirais, sur 5 ans, hein, carrément, sur 6 ans exactement, pour qu'un jeune devienne infirmier. Quand il n'a pas les moyens de le faire directement par Parcoursup. Et je trouve que c'est la plus belle des choses. Moi, c'est mon cursus hein, que j'ai fait en Lorraine en 81. D'accord. On n'a rien inventé. On a parlé tout à l'heure avec, hier, pardon, avec une personne qui était aide-soignante et qui était préalablement auxiliaire de vie. Est-ce que vous avez eu des parcours aussi comme ça J'en ai plein. Auxiliaire de vie, il y a la mention complémentaire, il y a le diplôme DEAES, il y a les AMP, il y a les ambulanciers, tous ces gens-là ont des dispenses. Bon, j'en ai au moins 12 ou 13. Cette année, j'avais 17 candidats de cette nature-là. Et on en prend un maximum parce que c'est des gens qui sont prêts à devenir aides-soignants. Donc, on en prend tout ce qu'on peut. Tous ceux qui sont financés, on les prend pratiquement. D'accord. Et quand vous dites... Là, la sélection, elle est beaucoup plus facile. Quand vous dites ils connaissent le métier. Financés, ça veut dire qu'ils sont passés par Je vous entends très mal, pardon. Quand vous dites ceux qui sont financés... Je n'ai pas entendu votre question. Quand on parle des financements, du coup, ils sont passés par quelle étape? Alors, il y a 2 modes de financement. Pour les parcours complets qui sont issus du Pôle emploi, qui ont un numéro Pôle emploi, on a une subvention qui touche 45 places. Donc, moi, je vais afficher mes résultats jeudi pour la rentrée de janvier. Il va y avoir 45 personnes moins les reports de l'année dernière qui vont être affichées. Ces personnes-là, elles ont juste à justifier qu'elles n'ont pas démissionné et qu'elles ont un numéro de Pôle emploi. Donc, vers le 15 novembre, on va leur demander le récépissé comme quoi ils ont un numéro de Pôle emploi et ils seront pris en charge automatiquement. Ils n'ont pas de démarche à faire. Il n'y a rien il n'y a pas d'autre subvention, ni de Pôle emploi ni rien, c'est le conseil régional. Depuis 2006, M. Rousset, qui est le président de la région, s'est engagé dans la formation. Hier, par exemple, j'ai eu le conseil technique, j'avais un représentant du conseil régional qui venait vérifier qu'on faisait bien notre boulot par rapport à la subvention qu'il me donne. Donc ça, c'est important. Donc 45 places en parcours complet pour des demandeurs d'emploi ou des poursuites d'études sur des bacs généraux. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça roule tout seul. Et ensuite, moi, j'ai doublé la mise en prenant des apprentis et des parcours comme vous venez de le donner. On a plein de personnes qui ont un CDI dans un établissement avec un diplôme d'auxiliaire de vie ou avec un titre professionnel d'auxiliaire de vie ou avec un diplôme d'ambulancier, un diplôme d'ANP, auxiliaire de PUR aussi. Donc, toutes ces personnes-là ont des dispenses différentes et ils ont souvent un CDI et avec un financement employeur pour devenir aide-soignant. Plus des apprentis qui sont surtout des jeunes issus du bac à SSP, où là, je les aide à la recherche d'un employeur. Des employeurs, j'ai eu beaucoup de mal au début quand j'ai mis en place l'apprentissage en 2014. Il y avait très peu. Et aujourd'hui, j'en ai plus d'employeurs que de candidats. Et aujourd'hui, M. Macron a mis en place, pour favoriser l'apprentissage, une subvention de 8 000 € par apprenti. Je peux vous dire, ça ne coûte plus rien à l'employeur, hein, puisqu'il n'y a pas de charge sociale sur les salaires. Moi-même, j'ai une apprentie secrétaire médico-sociale. Ça va me coûter 50 € par mois, mais j'aide une jeune à devenir secrétaire, à être payée pendant son année de formation et à financer ses coûts pédagogiques. Donc, c'est encore mieux que Pôle emploi, ça, quelque part. Hein. Oui. Oui, et puis l'apprentissage, maintenant, ça se développe. Mais il faut avoir une distance, ça c'est sûr, j'entends bien. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur le calendrier, puisqu'il y a des… quand est-ce que… Alors, le calendrier est assez rigide et c'est ça qui fait peut-être notre manque de souplesse, parce qu'on est soumis à des lois qui sont très strictes pour les métiers d'infirmier et d'aide-soignant, vu la responsabilité quand même des êtres humains qu'on a.
il n'y a pas de souplesse dans les calendriers. C'est-à-dire, vous vous inscrivez sur une période qui va souvent de mai à juillet. Donc, vous déposez votre dossier à l'Institut. Le dossier est étudié et il y a des oraux d'organiser en septembre. Les résultats sont publiés la deuxième semaine d'octobre et la rentrée se fait en janvier. Il y a aussi tout un temps nécessaire pour les vaccins et tout ça. L'hépatite, c'est 6 mois. Donc, quand on s'inscrit en mai, il faut commencer tout de suite pour être vacciné, parce que si on n'est pas vacciné, on ne peut pas rentrer en formation en janvier. Donc, quelque part, c'est nécessaire, mais c'est pas très souple. Là, j'ai des demandeurs d'emploi qui me téléphonent, ben, je leur dis non. Là, je suis en train de recruter pour janvier 21, mais c'est déjà trop tard depuis le 8 août. On ne peut plus déposer le dossier. Et ça, c'est des lois. C'est l'ARS qui rigidifie tout ça, mais qui ne peut pas faire autrement. Par contre, il y a 2 rentrées sur Bordeaux dans des écoles différentes. Et on se pose la question peut-être de faire 2 rentrées, nous aussi, au centre de formation. Une en septembre, avec un calendrier un peu différent. Là, en ce moment, ils sont en train d'ouvrir les calendriers pour septembre 2022, 21. Et moi, maintenant, tous ceux qui me téléphonent, c'est pour janvier 22. Le manque de souplesse, il est là. Mais ceci dit, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils auront besoin de cette année-là pour le faire. Hein. C'est important, là, ce que vous disiez. Je ne vous entends plus du tout. Votre micro est coupé. C'est important ce que vous dites parce que c'est vrai que… Non, je vois vos lèvres bouger. Parce que les personnes n'ont pas forcément conscience. Non, je vous entends. Moi, je vous entends bien. Mon son marche. Est-ce que c'est reparti? Moi, je n'ai rien touché. Allez-y. Je parlais du calendrier, des vaccins, etc., puisque de l'extérieur, on n'a pas forcément conscience de ces contraintes qui existent. Donc, c'est important que vous passiez ces informations aussi aux participants qui nous suivent, voilà, qu'ils aient conscience de qu'est-ce qu'il faut faire avant même de s'inscrire en formation. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site du CFP-BNA. Je vous donnerai les coordonnées. On est en train de le refaire actuellement pour qu'il soit encore plus attractif, pour qu'il soit bien à jour, je dirais, des nouvelles lois et tout ça. Vu que ça a changé, on est obligé aussi de se mettre au parfum du jour. Moi, ce que je vous propose toujours, hein, ceux qui nous téléphonent et qui viennent nous voir, c'est de laisser vos coordonnées mail. On va vous envoyer des mails dès qu'on aura une nouveauté, dès qu'on commencera à ouvrir nos dossiers, on vous enverra le dossier. À partir du moment où vous me laissez vos coordonnées, je les vends pas, je vous promets, je les garde que pour vous renseigner et surtout vous informer des différentes échéances de l'année. Donc, vous allez sur notre site internet, parce qu'on peut plus venir à l'école vu qu'il y a le Covid. Vous pouvez, sur le point contact, laisser un mail en disant « Je voudrais être informé des prochaines sessions ». Et nous, en fonction que vous êtes parcours complet ou partiel, on va pouvoir vous donner les bons renseignements selon votre parcours. Et on pourra déjà faire un petit point aussi au niveau fiche de santé. Ça vous permettra de voir s'il y a des vaccins à démarrer 8-9 mois avant pour être à jour le jour de la rentrée. Parce que si vous n'êtes pas à jour, je ne peux pas vous prendre. Donc, il y a des reports qui se font. Ils arrivent le mois de janvier et puis il faut commencer tout le schéma et ce n'est pas possible. Est-ce que, alors je fais un petit point sur l'actualité et sur la crise sanitaire peut-être, est-ce que là l'actualité a un impact sur la formation, sur les conditions de travail des aides-soignants? Alors l'impact il est très réduit parce que tous nos élèves ont été très très bien protégés dès le 13 mars. On n'a eu aucun problème. Tous nos élèves ont eu leur stage, leur cours comme d'habitude. Alors, la petite différence, qui est une grosse différence, tous les cours étaient en présentiel jusqu'à aujourd'hui de façon obligatoire. On n'avait pas le choix, c'était la loi du livret. On a un livret, ça c'est un recueil avec tous les textes qui régissent la formation. On n'avait pas le droit de faire des cours en distanciel, alors que le Covid nous a obligés, parce que les centres ont été fermés jusqu'au 10 juillet, hein, puisque c'était la crise sanitaire. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas le droit de prendre 80 élèves, je peux les prendre que par lot de 20. Donc, on appelle ça le distanciel. Donc, il faut pouvoir travailler aussi de façon autonome. Ça a changé ça. Et je trouve que finalement, c'est une très bonne chose. Hier, on en parlait encore au conseil technique. Le fait que l'élève est seul devant son écran pour travailler via une plateforme, ça lui demande toute une organisation personnelle aussi. Et du coup, ça l'aide aussi dans son organisation en termes d'autonomie vis-à-vis des personnes qu'elle va soigner. Si on n'est pas capable de se débrouiller tout seul pour gérer ses propres affaires, on ne va pas pouvoir gérer celles des autres. Donc, pendant toute l'année, il y a tout un travail sur comment me gérer et après pouvoir gérer les autres.
Donc, le travail en distanciel a apporté cette ouverture-là à nos jeunes qui ont des niveaux très différents. Vous voyez bien, on peut avoir des personnes qui arrivent de l'étranger, qui ont pas de bagage scolaire ou qui ont un grand bagage scolaire. On a des gens qui ont un bac SSP des dispenses. Donc, on a un public tellement différent que chacun a des besoins différents en termes de connaissances. Donc, le distanciel, c'est une révolution là, dans les centres de formation imposée par le Covid. Et quelque part, c'est la bonne nouvelle. Le Covid peut emmener des changements importants et positifs. Et nous, on espère juste une chose, c'est qu'on en tiendra compte et qu'on ne nous obligera pas à revenir à ça. Donc, on a fait remonter ça via l'ARS au ministère de la Santé. On veut pouvoir travailler en distanciel. Pour ce faire, on est en train de révolutionner notre logiciel de gestion de la scolarité. On est en train de changer tous nos outils pour pouvoir avoir le type de contact qu'on a aujourd'hui via une classe, je dirais, virtuelle. On aura aussi ce qu'on a commencé via des sites un petit peu gratuits. On va avoir tout ce qui est aussi aide au matériel. Une personne qui n'aura pas d'ordi, sous caution, on lui prêtera un ordi pendant l'année. On est en train d'acheter aussi tous les livres nécessaires pour que vous puissiez les ramener à la maison un peu, puisque vous travaillez en CDI. Ben, si vous ne pouvez pas venir au CDI, il faut que le CDI aille chez vous. Donc, il y a tout ça qui est en train de s'organiser pour que nos élèves de 2021 soient encore mieux lotis, je dirais, que ceux de 2020 où on a agi un peu dans l'urgence. Mais pour l'instant, j'ai personne qui a raté ces modules du fait du Covid. Hein. Au contraire, on n'a jamais eu des aussi bonnes notes. Hein. Donc, le problème, on a fait le module 2 qui est sur la NATFI, totalement en distanciel puisqu'on était totalement fermé. C'est 2 semaines de cours. Ça s'est très bien passé. La moyenne était de 2 points supérieurs avec un devoir qui a été fait en ligne. Il y a une plateforme qu'on a trouvée sur le ministère de l'Éducation. Donc, je pense que ça marche. Donc finalement, plutôt positif, une révolution dans vos manières d'enseigner, mais finalement, ça a amené du positif et ça va perdurer pour… Ça révolutionne un peu le côté poussiéreux de nos études. J'en suis ravie. Et je le voulais, mais je ne pouvais pas. Les lois sont les lois. Mais là, le Covid nous a apporté une opportunité incroyable et il faut rebondir là-dessus. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si vous mettez plus de temps à comprendre comment le cœur fonctionne, ben vous prendrez ce temps-là. Et puis, si vous allez plus vite sur l'appareil digestif, ben vous en prendrez moins. Donc, du coup, puis c'est peut-être un autre camarade qui, lui, aura plus de temps à travailler sur le digestif. Donc, tout ça, j'ai une équipe de formateurs qui a su faire des travaux très différents en fonction des niveaux. Et finalement, on peut mieux faire des groupes de niveaux quand on a ces classes virtuelles. On prend les 10 qui ont des difficultés dans un tel domaine, on va les aider de façon plus soutenue que ceux qui réussissent, puisqu'on fait beaucoup de quiz pour mesurer les niveaux avant, après, etc. Donc, et encore, il y a encore, je dirais, un champ énorme de développement. On le découvre juste. On découvre juste les possibilités de ce distanciel. Avec des adultes, c'est possible. C'est moins facile avec des enfants, je pense, oui. Mais avec les adultes, oui. Est-ce que j'aimerais bien qu'on ait le temps un peu de… Vos lèvres bouger, j'entends rien. Oui. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le métier ou… J'entends rien du tout. Est-ce que vous avez des… Oh, normalement, il ne se désactive pas. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter sur la formation, le métier d'aide-soignant lui-même? Alors, le métier d'aide-soignant, il recrute énormément. Donc, si vous cherchez un boulot, il y a de la demande, c'est celui-là. C'est un des premiers avec auxiliaire de vie à domicile. Donc là, vous aurez du boulot toute votre vie. Il y en a pour 40 ans parce que la population va vieillir. Donc, il n'y aura aucun souci. Moi, je veux des professionnels qui soignent bien parce que dans 20 ans, ça sera moi qui aurai besoin d'eux. Donc, je forme mes propres aides. Donc, j'ai pas envie d'être mal soignée et mal entendue. Ça, c'est la première chose. Donc, du boulot, il y en a. Et il sera de mieux en mieux payé, de mieux en mieux valorisé. C'est toujours que 35 heures. Donc, il y a quand même du temps pour se reposer. C'est vrai qu'il faut travailler un peu tôt, des fois le matin, un petit peu plus tard. Ben oui, parce que les personnes elles vivent 24 heures sur 24. Hein. Il y aura aussi les week-ends, mais la caissière, elle travaille le samedi et le dimanche maintenant aussi. Il y a plein de métiers qui travaillent le samedi et le dimanche. Donc, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on travaille que 35 heures en moyenne. Et il va être valorisé au niveau de l'argent. Donc, ça, c'est important parce que quand même, on en a besoin d'un peu plus qu'un SMIC pour vivre aujourd'hui dans notre société. Ça, c'est important. Et ensuite, si vous avez envie d'avoir un métier passionnant, où vous ne faites jamais la même chose tous les jours parce que vous rencontrez des personnes différentes
qui ont des besoins différents tous les jours, même si ce sont les mêmes personnes. Vous n'aurez jamais 2 jours pareils dans votre vie de salarié. Et ça, c'est important parce que vous allez à la rencontre de personnes avec qui vous allez échanger. Et la rencontre avec autrui, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Donc ça, je crois que c'est un métier passionnant pour ça, parce que vous n'aurez jamais des mêmes situations à faire. Donc il faut beaucoup à traiter, il faut beaucoup d'initiatives et je dirais d'adaptation. Et c'est cette grande richesse, parce que chacun d'entre nous, on est différent. Gardez votre différence, gardez votre culture, ne vous transformez pas, ne restez la personne que vous êtes et apportez le meilleur de vous-même pour répondre aux besoins des autres quand ils en ont besoin parce qu'ils sont malades, trop vieux ou trop handicapés. C'est un métier passionnant comme celui du monde de la transmission, de l'éducation. Oui, bien sûr. Merci. À nous rejoindre. Vous avez parlé brièvement là, des contraintes qu'il peut y avoir, notamment en termes d'horaire quand on exerce ces métiers-là. C'est vrai qu'il faut savoir que quand même, ce sont des métiers qui s'exercent dans des conditions un peu particulières, souvent en 12 heures de temps, etc. Donc, il faut quand même en avoir conscience. On a une Alors, 12 heures, c'est un choix. On peut imposer à aucun salarié de travailler 12 heures. C'est-à-dire, quand on est à l'école, l'aide-soignante, elle va avoir 10 postes ou 20 postes qui vont s'ouvrir. Ben, à vous, je dirais, de jeunes diplômés, de choisir la structure qui vous convient le mieux. Si vous voulez travailler en 12 heures, c'est-à-dire travailler 12 jours par mois, parce que ça reste à ça, hein, et avoir presque les 20 autres à la maison, forcément, il faut bien s'enquiller, je dirais, les 35 heures en moyenne. Donc, vous allez travailler de 8 heures à 20 heures ou de 7 heures à 19 heures. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez travailler en 7 heures, vous ferez du 7 heures, 15 heures ou du 13-21. Si vous voulez travailler dans le public, vous aurez des horaires qui ressembleront à ceux du public. Si vous voulez travailler dans le privé, vous aurez plutôt des horaires en 12 heures. Enfin, c'est à vous de sélectionner, je dirais, l'organisation qui vous convient le mieux pour vous. Vous aurez le choix. Donc, quand on a le choix, moi, j'ai eu 2 enfants, j'ai jamais eu de problème avec mes horaires. Hein. Jamais, jamais, jamais. Alors, on a une question qui a été posée sur Facebook, qui nous demande ce que c'est les horaires de la formation. Pour la formation, est-ce que du coup… Alors, les horaires de formation, c'est 8h30, 16h30 tous les jours à l'école. Pour les 17 semaines qui ont lieu actuellement, il va y en avoir 22 dans 2022 pour vous qui êtes candidat pour cette année-là. Donc, c'est 8h30, 16h30 de façon présentielle. Et dans les stages, ça dépend des horaires du stage. Si vous êtes au CHU, ça sera 6h45, 13h30, je crois. Et l'après-midi, c'est 13h, 21h. Là, vous prenez les horaires des soignants. Donc, vous pouvez, pendant votre formation, voir aussi ce que ça représente. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un truc incontournable, c'est que quand on est maman, il faut avoir des bons moyens de garde pour ses enfants, avoir de la famille ou un conjoint très disponible, parce que pendant l'année, vous n'allez pas choisir les stages. Donc, si vous faites un stage avec des horaires qui sont contraignants pour déposer les petits à la crèche, vous allez être embêté pendant 4 semaines. Donc là, il faut trouver le bon moyen de substitution dans l'année. Ça, c'est sûr. On ne pourra pas changer les horaires pour ça, pour vous. C'est un point important qu'on va aborder lors d'un atelier demain sur la conciliation entre la vie pro et la vie perso, et notamment des questions de garde d'enfants. Effectivement, quand on a des métiers qui ont des horaires un petit peu parfois atypiques, c'est important d'identifier en fait quels sont les moyens de garde ou les solutions qu'on peut trouver pour éviter d'être mis en difficulté en formation ou dans l'emploi. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est vraiment un des problèmes importants qui justifie parfois beaucoup d'absence de la part de nos élèves et qui les mettent en grande difficulté. Ceux qui ont de la famille, c'est le meilleur moyen, c'est la famille. Parce que ça pallie à tous les problèmes, y compris les petites maladies des enfants. On le voit bien, le gamin est mouche ou du nez ou a de la fièvre et on ne peut pas l'emmener à la crèche ou à l'école. Donc ça, c'est la solution. Quand on a des enfants qui sont souvent très malades, il faut peut-être surseoir à la formation pour être dans de bonnes dispositions l'année où on le fait. Et puis l'année où on le fait, on dit au conjoint ou au papa, écoute, c'est à toi de jouer, là, moi c'est mon année. Il y en a beaucoup qui me le disent d'élèves, c'est mon année, débrouillez-vous pour vous occuper des mômes. Et puis du reste aussi, du ménage, de la vaisselle et tout le bazar. Donc là aussi, il y a des conjoints qui savent aussi faire la place à leurs femmes
pour qu'elles puissent réaliser leur rêve de devenir aide-soignante. J'ai beaucoup de gens dans la trentaine, et ça demande au conjoint un effort sur cette année-là. Aujourd'hui, on demande de plus en plus la participation. Les congés maternité deviennent des congés paternité maintenant. Donc, aux messieurs de laisser aussi la place à nous, femmes, dans nos projets. Donc, il faut aussi s'imposer par rapport à ça. On n'a pas tous la chance des parents qui puissent être disponibles. On a parlé tout à l'heure de la place des hommes dans ces métiers. Est-ce que vous voyez… On a trop peu d'hommes. Ils ne viennent pas nous rejoindre, les messieurs. Il faut qu'ils viennent. Si on a derrière l'écran, là, on a besoin de garçons. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, vous avez une discrimination positive, puisqu'un garçon à dossier égal sera mieux pris qu'une fille. C'est malheureux. C'est moi qui le dis, en plus, moi qui suis à fond sur les femmes. On a tellement besoin d'équilibrer. D'ailleurs, j'ai 2 formateurs hommes et 2 formateurs femmes pour montrer l'exemple. Et ces 2 formateurs ont exercé comme aide-soignants avant d'être infirmiers, cadres et puis après formateurs. Je vous propose qu'on laisse la parole aux participants qui puissent… alors, vous pouvez rouvrir le micro. Surtout s'ils ont des questions. Oui, voilà. Donc, rouvrir vos micros ou poser vos questions via le chat si vous en avez pour Madame Brunfer. Moi, je ne vois pas le chat. Alors, bon, je voulais dire… Participants. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole, réactiver vos micros. Oui, alors l'association MANA a une question. C'est encore Madame 1 de la MANA, numéro 1. Allez-y. En fait, par rapport à nos vues, on a des personnes là qui sont là. On a une dame qui vient du Sri Lanka, qui a une formation d'infirmière. Elle était infirmière là-bas. Elle a un diplôme du Sri Lanka. Mais du Sri Lanka, hein, donc c'est un peu loin. C'est beau pays d'ailleurs. Oui, mais tu as des papiers en France? Attends. Elle a fait une demande de carte de séjour. Est-ce que pour entrer en formation, je sais que vous avez mis tout à l'heure, enfin vous avez donné les critères tout à l'heure qu'il fallait être inscrit au Pôle emploi et tout ça, mais si jamais elle veut financer elle-même la formation, c'est combien à peu près? Il faut qu'elle fasse un dossier, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance du métier d'infirmière en dehors de l'Europe. Et encore, ça dépend quelle formation ils ont eue. Donc, il faut qu'elle refasse un dossier en sachant que comme elle est infirmière dans un autre pays, que la souffrance des Sri Lankais elle est la même qu'un petit Français, bien sûr que le dossier va être mieux, appréhendé par le jury. Mais j'ai beaucoup d'infirmières étrangères qui viennent pour travailler en tant qu'aide-soignante. Alors, il faudrait qu'elle voie quand même, parce que quand j'étais à la Croix-Rouge, je m'occupais aussi des infirmières étrangères et des médecins étrangers, parce qu'il y avait des équivalences pour devenir infirmière en France. Quand on connaît l'anatomie d'un être humain, la culture ou le pays n'a plus de frontières. Je dirais, on est tous fichus pareil. Hein. On a tous les mêmes cellules, le même fonctionnement. Donc, le Sri Lanka, ça, j'ai jamais eu, je crois. En fait, le souci de cette dame, c'est qu'elle attend d'être régularisée. Donc, tant qu'elle a pas… Ah oui, il faut qu'elle ait une carte de séjour à jour, ça c'est sûr. Mais elle peut aussi se renseigner auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour voir s'il y a des reconnaissances de niveau. Parfois. Pardon? J'entends pas. Il y a un bug. C'est fini, Méral, c'est bon? Vous disiez tout à l'heure, Madame Brunfer, qu'il y avait eu des évolutions récentes et notamment, je pense que la crise sanitaire va participer à la prise de conscience sur la nécessité d'avoir de plus en plus de rentrées en formation d'aides-soignants, d'infirmiers, etc. Est-ce que peut-être on peut s'attendre à des évolutions à venir, par exemple sur la reconnaissance de diplômes étrangers ou des choses comme ça Alors, le problème des diplômes étrangers, c'est la langue. Quand j'étais à la Croix-Rouge, on avait donc une section médecins étrangers et on ne peut pas imaginer
quelqu'un même de très compétent dans son pays, hein, je ne dis pas ça. On ne peut pas mettre en face de malades des personnes qui ne les comprennent pas. Donc la première chose à faire quand on arrive dans un pays, c'est d'apprendre la langue et de la posséder. Parce que quelqu'un qui souffre, il ne va pas pouvoir répéter, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Et il faut que le soignant puisse décrypter le message. Donc, il faut quand même une bonne connaissance de la langue. Ça, c'est un préalable incontournable. Et après, il faut savoir l'écrire, parce qu'il y a des transmissions écrites. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on peut être très compétent. J'ai eu des médecins qui étaient chirurgiens cardiaques dans des pays, qui reprenaient d'abord les problématiques de langue avant de pouvoir devenir infirmier, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance médicale. Donc, c'est très compliqué, hein. Alors, c'est pas qu'on n'en veut pas, hein, c'est surtout qu'on ne peut pas imaginer que le malade décrypte le soignant. C'est le contraire qui doit se passer, hein. Il faut bien comprendre la langue. Sinon, le malade, il ne pourra pas dire ce qu'il a à dire et surtout, il ne sera pas compris dans son attente. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le métier ou sur... Et après, les diplômes étrangers, vous avez toutes sortes d'études. Une infirmière en France, elle ne peut pas travailler au Québec ou en Angleterre, par exemple. Les études sont différentes. Donc, il y a des équivalences à refaire en plus. Donc, nous, on a la même problématique ailleurs, hein. C'est pas... Et puis, si moi, je veux être infirmière au Sri Lanka, je ne connais rien de la langue sri-lankaise, je ne vais pas m'aventurer à chercher à comprendre ce qu'ils veulent, hein. Et même en anglais, je ne suis pas suffisamment costaud. Donc, je ne m'aventurerai pas sans connaître la langue dans un pays pour soigner quelqu'un. C'est tellement difficile des fois de comprendre ce qu'on veut dans la même langue. C'est sûr, c'est de placer le bénéficiaire au centre du métier, bien sûr. La communication, c'est le B à bas. Est-ce que vous voulez poser une autre question? Oui. Je ne sais pas, madame. Allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bon, je suis madame Zora. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. À peine, allez-y. Oui. Comment faire pour passer un stage ou une formation d'aide à domicile ou agent de service hospitalier? Alors, agent de service hospitalier, à côté de notre centre, on a Logos, L-O-G-H-O-S, qui est l'établissement qui accueille 300 personnes pour faire le ménage dans le groupe Bordeaux-Nord. Donc, ça peut être une entrée. D'ailleurs, tous les ans, j'ai des ASH, ça s'appelle agents de service hospitalier, qui viennent faire la formation après, financée par Logos. Donc, vous pouvez commencer effectivement, notamment quand on n'a pas une possession grande de la langue, de commencer comme ASH. Ça, c'est une bonne entrée. Et j'ai des ASH au site du CHU, et des brouillés d'ailleurs, qui viennent travailler et qui viennent en formation après au bout de 2-3 ans quand ils possèdent bien la langue. Du métier d'ASH, pareil, hein, il y a beaucoup de demandes, que ce soit dans le public ou dans le privé ou en EHPAD, hein. Donc là aussi, vous pouvez regardez autour de vous. On a tous un établissement à 500 mètres, hein, soit une clinique, soit un établissement pour personnes âgées. Tout le monde recrute aujourd'hui des ASH et des aides-soignantes. Donc, demandeur d'emploi, envoyez un CV. Envoyez un CV. Hein, j'ai mis le nom dans le chat. Donc, Logos, L-O-G-H-O-S, c'est ça? Oui, 6 rue Robert Charazac, L-O-G-H-O-S, Logos. Et le CHU, pareil, hein. Le CHU recrute. Le CHU. Et puis on a découvert, alors que c'est quand même pas une découverte, que le ménage était important dans ces moments de Covid, puisqu'il faut nettoyer 3 fois plus les locaux, hein. Donc ils recrutent partout, on recrute partout. Oui, excusez-moi, j'ai pas d'expérience. Pardon? J'ai pas d'expérience. Le ménage, on va vous expliquer comment faire le ménage de façon professionnelle. Vous aurez une journée ou deux de formation et puis très vite, vous allez comprendre parce que le ménage, ça reste quand même assez intuitif. On va toujours du plus propre vers le plus sale, du bas vers le haut. Enfin, voilà, il y aura des principes qu'on vous expliquera. Et ensuite, dans les hôpitaux et dans les EHPAD, on travaille avec un système de seaux. Il y a un seau pour tout ce qui est douche, un seau pour tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est WC, tout ce qui est sol. Donc, selon les couleurs des seaux et selon les endroits, vous aurez une formation différente et en général, on utilise des mops, ça s'appelle, c'est une sorte de tissu qui sont à usage pour une seule pièce. Donc, tout ça,
c'est des techniques de soins qui sont labellisées avec des produits et avec des méthodes. Donc, selon l'endroit où vous allez travailler, vous aurez une petite formation d'une demi-journée. Il ne faut pas grand-chose. Hein. On en a Pour faire... parlé hier du métier d'ASH. On a eu un témoignage de directrice d'EHPAD, qui est l'EHPAD qui s'appelle le Platane du Grand Parc. Très bien, le Platane, ben, je travaille avec eux. Oui, le Platane, c'est au Puy-en-Médoc. Non, au Grand Parc. C'est les doyennés. Oui, oui, je connais. Et du coup, qui expliquait que pour les agents de service hospitaliers, effectivement, il n'y avait pas forcément besoin d'une formation préalable ou d'une expérience, mais c'est plutôt en interne que ça se fait une fois que vous êtes Tout à fait. formé. C'est les 2 premiers jours, les personnes sont tuilées et on leur explique les méthodes de travail qui sont très différentes. En EHPAD, l'ASH, elle va aussi aider au repas. On n'a pas de Si vous êtes en réanimation, il n'y a pas de repas, par exemple. Donc, il y a autre chose. Vous voyez, il y a du matériel à nettoyer. C'est tellement différent selon les endroits que je ne peux pas vous faire une réponse globale. Mais en tout cas, vous serez formé sur site. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une formation de sensibilisation pour les ASH de Logos sur la communication. Que faire quand une personne pleure dans son lit? Que faire quand une personne est agressive? Donc, on fait 2 jours de formation pour doter les personnes de méthodes de communication pour répondre à des situations un peu complexes qu'on peut trouver quand on est ASH. Alors, je postule comment? Il faut que vous puissiez identifier les structures autour de chez vous, les EHPAD, le CHU, les cliniques, tout ce qui peut… Tout le monde recrute. Il n'y a pas une structure qui ne cherche pas une ASH, une aide-soignante aujourd'hui. Tout le monde recrute. Donc, tout candidat au travail, je dirais, peut trouver au moins le métier d'ASH, ça c'est sûr, et qui peut être un tremplin pour devenir aide-soignant. Au contraire, là, vous aurez de quoi alimenter votre situation pour présenter à la sélection. Moi, j'ai beaucoup d'ASH, hein, et pour nous, c'est un critère de sélection positif. D'accord. Et j'aimerais bien aussi faire la formation d'aide à domicile. Alors, alors ça, vous allez avoir d'autres lieux que je ne connais pas forcément bien. Il y a l'IRTS de Bordeaux qui en fait, il y a des écoles privées. Il faut taper auxiliaire de vie sur un moteur de recherche et vous allez voir les écoles. Alors, elles sont payantes. Vous pouvez le faire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation aussi. On a eu l'intervention tout à l'heure de Julien Castan de Formaki, là, qui nous a fait une formation ADVF. Ouais. Voilà, qui peut être aussi une bonne… Oui, donc je vais le contacter alors. Oui, alors, ce qui est compliqué, c'est de trouver peut-être le financement. Voilà. Et après, une fois que le problème, c'est que souvent, on a une première année de financement dans un établissement, et puis le candidat, il est tellement absent et tellement peu présent que ça ferme les portes aux autres. On a eu beaucoup d'auxiliaires de vie en formation qui nous ont un petit peu, je dirais, ralenti, je dirais, notre déploiement. On a moins de problèmes avec les AS, il faut le dire. Mais on a eu beaucoup de misère là-dessus parce que ça demande quand même d'être présent tous les jours. Je crois que quand on s'engage dans une formation, qu'elle soit celle d'auxiliaire de vie à domicile ou celle d'aide-soignante, ben il faut être présent tous les jours. Ne pas être là, c'est mettre en difficulté tous les malades pour lesquels on était attendu et mettre en difficulté les équipes qui vous ont proposé un contrat. Donc, c'est la plus grande difficulté, elle est là aujourd'hui pour nous tous, y compris pour vous, futurs candidats, c'est de vous refaire une petite santé, je dirais, de présentiel, d'être là où on est attendu. Parce que le nombre de personnes qui sont attendues et qui viennent pas et qui préviennent pas qu'ils viennent pas tue le métier aussi et tue les employeurs, ça c'est sûr. Évidemment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question avant qu'on conclue cet atelier? Mais après, on fera des journées portes ouvertes. Alors, on a fait des journées portes ouvertes restreintes puisqu'on ne pouvait pas accueillir plus de 10 personnes. Laissez vos coordonnées sur le point contact de notre site internet et on vous donnera une réponse. Hein. D'ici la fin de l'année, on va faire un répertoire selon que vous devez faire un parcours complet ou partiel. Expliquez-nous un tout petit peu votre situation et on fera des journées portes ouvertes. Moi, je veux bien faire des journées portes ouvertes spéciales pour les infirmières étrangères. Je veux bien faire des journées portes ouvertes pour les personnes qui ont une dispense. Après, on regroupe pour être au plus près de
de la bonne réponse, je dirais que vous attendez tous là. Mais si vous êtes motivé, lâchez pas, hein, venez nous voir, il y aura du boulot. Hein. Ça, il y en aura pour tout le monde et pendant plusieurs années et dizaines d'années. Donc, n'hésitez pas à prendre contact directement avec le CFPBNA. Je vous ai mis le site internet là dans le chat. Et puis, je voulais vous remercier, Madame Brulson, de votre intervention, de la richesse des informations que vous Alors, avez. je suis hors date là, c'est ce qui me fait peine, hein, parce que ceux que je vois aujourd'hui ou que j'entends, ce sera pour rentrer en janvier 22. Ça paraît très très loin. Donc, nous, notre grande difficulté qui n'est pas de notre fait, elle est là. Comment répondre tout de suite à quelqu'un qui veut arriver? Alors, si je peux faire un dernier conseil, ceux qui ont envie de devenir aide-soignant, devenez ASH d'abord. Vous aurez déjà une habitude des horaires, vous aurez une habitude du monde, et puis surtout, vous allez rentrer en relation avec des personnes au travers le ménage. Hein. Le ménage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps dans les chambres des malades et des personnes âgées. Donc, du coup, vous allez vous habituer un petit peu, vous allez pouvoir vérifier si c'est bien votre projet. Et du coup, ayant un pied dans la vraie vie, vous aurez forcément des facilités pour obtenir la sélection quand vous présenterez votre dossier. Parce que vous pourrez dire pendant un an, j'ai travaillé dans tel service ou dans tel établissement et j'ai pu constater que une personne, nani, nana. Et ça sera votre expérience qui sera appréciée au moment de votre dossier. Donc, ASH, du boulot, vous avez demain. Hein. Si vous voulez que je vous en trouve, vous me téléphonez, je vous place tout de suite. À 500 mètres de chez vous ou plus tard 1 kilomètre. Ça, Bordeaux, c'est la crise totale aujourd'hui. C'est une bonne idée en termes d'évolution de professionnelle, c'est vrai, Oui. un début de formation. Moi, la première année d'infirmière, je travaillais comme ASH. Hein. On apprend beaucoup de choses, les règles d'hygiène, la communication, le travail en équipe, le monde du travail. Et puis, il faut se remettre en selle quand on a été longtemps sans emploi. Il faut être habitué à reprendre le chemin du boulot tous les jours. C'est pas facile, je le sais bien. Donc, il faut aussi avoir une sorte de remise en route, je dirais, qui est importante. Vous pouvez demander aussi un mi-temps pour pas non plus vous mettre trop en pression aussitôt. Toutes les bonnes volontés seront accueillies, j'imagine, les bras ouverts aujourd'hui, tellement les besoins sont importants et le Covid n'a fait que creuser ce besoin-là, en ménage, en aide-soignant. Je peux donner les coordonnées mail du CFPBNA, c'est contact@cfpbna. Allez sur notre site internet. À la fin, il y a un petit recueil de données où vous mettez vos coordonnées et vous pouvez laisser directement en appuyant sur envoyer le contact. Comme ça, les personnes qui le souhaitent peuvent prendre contact directement avec vous. Et puis lire déjà ce qu'il y a de choses sur le site. Alors, on est en train de le refaire. Hein. Il est très moche en ce moment. Il est un peu en vrac, mais d'ici le 1er novembre, il sera nickel. On essaie de le rendre attractif avec des trucs qui clignotent, des machins, pour répondre aux besoins différents. Merci pour votre intervention. Je vous propose de mettre fin à cet atelier Zoom. Oui. Et vous donner la suite du programme. C'est l'atelier sur la conciliation entre la vie pro et la vie personnelle qu'on fait demain à partir de 10h. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Madame de Kérinel, les CV, c'est très important. On a relevé une carence de nos candidats en CV. Le CV, c'est moche, ça donne déjà pas envie. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas de trou. Ou s'il y a un trou, qu'on nous l'explique. Quelqu'un qui a un trou entre 17 et 2020, mais il a foutu pendant 3 ans. Il a le droit d'être chômeur, il a le droit d'avoir des enfants et de s'en occuper. Il faut nous dire ce que vous avez fait pendant 3 ans. Personne ne fait rien pendant 3 ans. Ne laissez pas des trous. En plus, le Covid nous empêche d'avoir des oraux. Donc, le trou, ça s'explique. Vous avez le droit de faire le tour du monde. Il y a plein de jeunes qui font une année de césure, comme ils disent. Mes filles ont toutes fait au moins 2 ans de tour de monde, enfin, sont parties dans le pays. Eh bien, on le dit, c'est une expérience riche et qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Ne laissez jamais de trou dans un CV. Et si vous avez élevé vos enfants, c'est encore une très belle justification pour nous. Donc, il faut que ça soit fluide. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme diplôme? Quels sont les trucs que j'ai faits? On ne dit pas 2019 à SH. Il faut nous dire du 1er janvier au 12 mars. Il faut que ça soit très précis. Ne laissez pas les choses vagues. Garantissez-vous une meilleure lisibilité sur votre projet et sur ce que vous avez dans le ventre, quelque part, en termes d'expérience. D'accord, donc avoir un CV clair et précis. Oui, très précis. D'accord. Je vous
prendrai quelques CV, mais c'est des trucs qui ne doivent plus exister. Ça, c'est pas possible. D'accord. Je vous Avec remercie une pour cette précision. C'est vrai que information c'est dessus. important. Ouais. Et on a besoin de savoir aussi ce que vous aimez faire pour vous détendre. Du basket, de la course à pied, de la lecture, des gâteaux. C'est très important. On a eu des trucs formidables de personnes, donc du coup, ça les distingue. J'aime bien faire du macramé, enfin, je dis n'importe quoi. Ça, on se dit, il y a quelqu'un qui a une passion qu'il va pouvoir partager avec les malades après. Donc ça, c'est très important aussi. Si vous aimez les séries, bah, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant aussi. Mais nous dire lesquelles, parce que ça va nous donner une image de vous au plus près de votre réalité à vous. Et du coup, vous en devenez forcément sympathique. Voilà. Oui, c'est bien. Merci pour cette précision. Petit conseil CV. Le CV, c'est important. Hein. Oui, c'est important. Et du coup, les personnes peuvent être accompagnées, c'est vrai, par soit par la maison de l'emploi, Pôle emploi, etc., pour avoir voilà, par les associations, pour avoir une remise à niveau aussi de leur CV, et puis qui correspondent aux attentes. Alors, évitez le CV, Mme Kérimel, si je peux me permettre encore, le truc lambda qu'on trouve partout. Moi, j'aime bien quand les gens décorent leur travail. C'est-à-dire, ça leur ressemble. S'ils aiment les pâquerettes et les coquelicots, ben, ils nous mettent des pâquerettes et des coquelicots. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est important aussi d'avoir une image de la personne. Et pourquoi pas être fantaisiste? La fantaisie, c'est ce qui fait la vie. Donc ça, c'est important que le CV de la personne ne soit pas le même sur 10 dossiers. Donc il faut nous donner des choses qui vous ressemblent à vous. Si vous aimez faire des gâteaux, ben, vous nous mettez un beau cheesecake, un truc en photo. Enfin, c'est très important pour nous de se faire une idée de la particularité de la personne. Comme demain, vous vous ferez une idée de la particularité de chaque personne que vous allez rencontrer dans les soins. Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir quelque chose à partager? C'est vrai que là, les conseils que vous donnez, ce n'est pas forcément les conseils que les acteurs de l'emploi donnent aux personnes. On a plus tendance à parler d'un CV un peu classique, etc. Mais là, ce que vous dites, c'est que Non, pas classique. ce que vous avez envie de savoir, c'est qu'est-ce qui fait la particularité de la personne et qu'est-ce qui fera sa proximité avec les malades ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est des... Comment il vit? Il faut l'incarner, je dirais, le CV. Et ça, c'est très difficile. Incarner une feuille A4, c'est des fois une petite fioriture, un petit dessin. C'est se sortir du lot, quoi. Et on a tous quelque chose qui nous sort du lot. On est tous uniques. Donc ça, c'est important de montrer notre unicité. Notamment, je parle aux personnes qui viendraient d'autres pays. Votre pays, il est important. La France, elle est multicolore, elle est multiculturelle. Ben justement, dans une équipe, quand on a des gens qui viennent d'une autre culture, comme le Sri Lanka, j'ai entendu tout à l'heure, ou Madagascar, ou le Maghreb, c'est important parce qu'avec d'autres personnes qui sont issues de la même origine que vous, qui partagent la même culture, vous allez avoir le ticket. Et ça, pour moi, c'est très important, vraiment très important. Nous, on veille vraiment qu'on ait un grand panel différent d'origine, de culture, de croyances. C'est très, très important. C'est ce qui fait la richesse de notre monde. Et il faut retrouver cette même richesse dans les soignants. Très important, vraiment. Bon, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Je vous souhaite Moi, merci. une bonne fin de journée et merci d'avoir suivi cet atelier. On va mettre fin je vous propose de quitter la réunion Zoom. Merci à tous. À très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Au revoir.